Le rêve de vacances d'une famille dans un village de Provence s'est transformé en une humiliation publique en plein trajet. Ils ont été étiquetés comme une menace, couverts de honte et expulsés du train à cause de l'iPad de leur fils de 5 ans. La chef de bord, qui avait orchestré leur expulsion, souriait alors que les portes automatiques se refermaient, confiant en son autorité absolue. Mais elle venait de commettre une erreur catastrophique qui allait mettre fin à sa carrière. Elle n'avait aucune idée que l'homme discret et modeste, qui observait chacun de ses mouvements depuis le siège 12B, n'était pas un simple passager. Il s'agissait de Pierre-Yves Fini, le fondateur milliardaire et propriétaire de la compagnie ferroviaire Aura. Et il était sur le point de faire marche arrière au train pour donner une leçon de karma qui résonnerait dans toute l'industrie du transport. L'air du Olympe de la gare de Lyon à Paris vibrait du chaos électrique de milliers de voyages commençant simultanément. Pour la famille Peterson, c'était le début de quelque chose de magique. Nicolas Peterson, un homme dont les mains douces et la voix calme apaisaient les enfants malades dans son cabinet de pédiatrie, tenait maintenant les mains des siens. Sa fille, Chloé, 8 ans, vibrait pratiquement d'excitation, sa main serrant une poupée bécassine usée. Léo, 5 ans, véritable tourbillon d'énergie, essayait d'utiliser sa petite valise comme un skateboard. Son visage était un masque de concentration intense. Leur mère, Valérie Peterson, une architecte avec le souci du détail et un cœur rempli de patience, canalisait Léo avec un rire doux. Léo, mon chéri, le sol est fait pour marcher, pas pour rouler. Mais maman, je m'entraîne pour les collines du Luberon. Déclara-t-il, sa logique impeccable dans l'esprit d'un enfant de 5 ans. Ce voyage était une récompense attendue depuis longtemps. Nicolas avait passé l'année dernière à jongler entre son cabinet et des gardes épuisantes à l'hôpital, tandis que Valérie avait réussi à décrocher un contrat majeur pour concevoir une nouvelle médiathèque municipale. Ils avaient promis aux enfants ce séjour dans un gîte de luxe en Provence, une promesse chuchotée lors des histoires du soir et esquissée sur des serviettes au petit déjeuner. Maintenant, c'était enfin là. Leur train Aura, le TER régional 715 à destination du Sud, était un char d'acier vers un royaume de rêve. Ils avaient économisé pendant des mois, optant pour des places en première classe pour donner aux enfants un peu plus d'espace. Alors qu'ils naviguaient dans la file d'attente du quai, Nicolas vérifia leurs billets pour la 10e fois. Siège d'idées, 10E, 10F et 10G. Une rangée parfaite pour leur petite famille parfaite. Ils étaient organisés, polis et rayonnaient de la joie tranquille des gens qui apprécient l'instant présent. Leurs bagages étaient aux bonnes dimensions, leurs documents étaient en ordre, et leur sourire était sincère. Ils étaient, à tous égards, les passagers idéaux. Quelques dizaines de personnes devant eux dans la file d'embarquement, un homme en polo gris simple et jean usé ajustait sa casquette. Il ressemblait à un professeur à la retraite ou peut-être à un petit propriétaire d'entreprise en route pour une conférence. Il ne portait aucun bagage tape à accent grave-l'œil, juste une simple sacoche en cuir en bandoulière. Il embarqua avec les passagers de la zone 2, trouva son siège en 12B et s'installa avec un roman de poche. Personne ne lui accorda un second regard. Personne ne savait qu'il était Pierre-Yves Fini, l'homme qui avait bâti la compagnie Aura à partir de 2 locomotives louées et d'un rêve, pour en faire un concurrent national. Il mettait un point d'honneur à voyager incognito dans différentes classes de ses propres trains au moins 2 fois par mois, à l'improviste. Il croyait qu'on ne pouvait pas comprendre la forêt en restant assis dans l'arbre le plus haut. Il fallait marcher sur le sol. Aujourd'hui, il était juste un autre passager observant la danse complexe du service de son entreprise. Lorsque la zone d'embarquement des Peterson fut appelée, Nicolas aida Valérie à installer les enfants. Chloé pressa immédiatement son visage contre la vitre, son souffle embuant le verre frais. Léo, une fois son siège rehaussé installé, reçut l'iPad familial, un artefact sacré chargé de ses dessins animés et jeux préférés, complété par une paire d'écouteurs adaptés aux enfants avec volume limité. « D'accord, bonhomme », dit Nicolas en branchant les écouteurs bleu vif dans la prise. « Rappelle-toi les règles. Écouteurs sur les oreilles et on utilise sa voix intérieure. »« D'accord, papa », gazouilla Léo, déjà absorbé dans un monde de voitures parlantes animées. Alors que les derniers passagers trouvaient leur siège, l'équipe de bord commença ses derniers préparatifs. La chef de bord principale, une femme d'une quarantaine d'années nommée Sandrine Jenkins, se déplaçait dans l'allée avec un air d'autorité rodée. Sandrine était une vétérane du rail avec 25 ans de service. Ce service, cependant, avait aigri son caractère. Elle ne voyait plus les passagers comme des invités, mais comme des problèmes potentiels. Son sourire était une chose mince et cassante,
un accessoire d'uniforme obligatoire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux froids et calculateurs. Depuis son siège en 12B, Pierre-Yves Finy l'observait. Il connaissait le genre. Efficace, oui, mais manquant de la chaleur qui était censée être la marque de fabrique d'Aura. Il prit une petite note mentale. Les yeux de Sandrine balayèrent le wagon et son regard s'accrocha à la famille Peterson au rang 10. Elle vit une famille noire en première classe. Son esprit, réceptacle de 1000 petits préjugés, fit un calcul silencieux et instantané. Sa posture se raidit presque imperceptiblement, son sourire mince se tendit. Elle continua sa marche dans l'allée, mais la graine d'une confrontation avait déjà été plantée. La famille Peterson, se prélassant dans la chaude lueur de l'anticipation, n'avait aucune idée qu'elle venait d'être ciblée, non pas pour ce qu'ils avaient fait, mais simplement pour ce qu'ils étaient. La promesse d'une journée parfaite était sur le point d'être brisée. Le départ fut fluide. Le train quitta la grisaille parisienne pour s'élancer vers la campagne. Pour les Peterson, la magie commençait. Chloé décrivait le paysage à sa poupée Bécassine tandis que Léo, écouteur sur les oreilles, gloussait devant le dessin animé sur son iPad. Le volume à travers ses écouteurs sécurisés pour enfants était un murmure faible et minuscule, à peine audible par-dessus le puissant bourdonnement du train à grande vitesse. Pendant environ 20 minutes, ce fut la paix. Nicolas et Valérie parlaient à voix basse et joyeuse de leurs projets pour la semaine, quel marché visiter en premier, ou dîner pour leur anniversaire. Ils étaient un portrait de bonheur familial. Sandrine Jenkins, cependant, patrouillait l'allée avec la concentration d'un prédateur. Elle avait terminé ses contrôles initiaux et cherchait maintenant des infractions. Ses yeux scrutaient les bagages mal rangés, les tablettes non relevées, tout ce qui lui permettrait d'affirmer sa domination. Son regard tomba une fois de plus sur le rang 10. Elle se focalisa sur le faible son émanant des écouteurs de Léo. Ce n'était pas fort. En fait, l'homme en 11 ronflait à un niveau de décibels nettement plus élevé, mais le ronflement provenait d'un homme blanc d'âge moyen en costume d'affaires. Le bruit du dessin animé provenait d'un petit enfant noir. Dans la vision déformée de Sandrine, c'était une distinction critique. Elle s'avança vers le rangée, ses pas anormalement bruyants dans la cabine calme. Elle contourna Nicolas, l'homme côté couloir, et se pencha directement au-dessus de lui pour s'adresser à Valérie. C'était un mouvement de pouvoir calculé, une violation délibérée de l'espace personnel. « Madame, dit Sandrine, sa voix sèche et assez forte pour que les rangs environnants entendent. Vous devez contrôler les appareils électroniques de votre enfant. » D'autres passagers essaient de se reposer. Valérie fut prise au dépourvu. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Personne ne semblait dérangé. L'homme qui ronflait en 11C était toujours inconscient. « Oh, je suis vraiment désolée, dit-elle poliment, son attitude par défaut. Les écouteurs sont-ils trop forts? Ils sont limités en volume. Les règlements ferroviaires sont très clairs concernant les nuisances sonores, claqua Sandrine, sans répondre à la question. Elle pointa un doigt rigide vers l'iPad. Cela doit être éteint maintenant. Nicolas se pencha en avant, sa voix étant l'incarnation du calme. Excusez-moi, mademoiselle. Je pense qu'il y a un malentendu. Les écouteurs sont branchés et le volume est très bas. Nous pouvons à peine l'entendre nous-mêmes. Sandrine tourna son regard froid vers Nicolas. Monsieur, remettez-vous en question mes instructions? Je suis la chef de bord principale sur ce train, et mes instructions doivent être suivies sans discussion. C'est une question de confort et de sécurité des passagers. Je ne vous remets pas en question, dit Nicolas en levant les mains dans un geste d'apaisement. Il était parfaitement conscient que les autres passagers les regardaient maintenant. J'essaie juste de comprendre le problème. Mon fils est calme et regarde son émission. Si quelqu'un s'est plaint, nous l'éteindrons bien sûr immédiatement. Depuis le siège 12B, Pierre-Yves Finy se pencha légèrement vers l'allée. Il pouvait entendre tout l'échange. Il pouvait aussi voir que le prétexte était absurde. L'enfant n'était pas un problème. Sandrine était le problème. Il observa son visage, impassible, son esprit enregistrant chaque détail. C'était un test critique de la formation à la désescalade de son équipe. Jusqu'à présent, ils échouaient de manière spectaculaire. « Je n'ai pas besoin qu'un autre passager se plaigne, dit Sandrine, la voix montant. Je vous dis que le bruit est une nuisance. Éteignez-le. » Léo, sentant la tension, enleva ses écouteurs.
Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-il, sa petite voix remplie d'inquiétude. L'audio du dessin animé, jouant maintenant via les petits haut-parleurs de l'iPad, devint soudainement audible dans le voisinage immédiat, bien que toujours pas particulièrement fort. Ah! S'exclama Sandrine, un regard triomphant ailé sur le visage. Maintenant, ça dérange tout le monde. Je vous ai dit de l'éteindre. Il vient d'enlever ses écouteurs parce que vous criez, dit Valérie, sa propre voix commençant à perdre son côté patient. Nous essayons de coopérer. Il n'est pas nécessaire d'être aussi agressif. L'utilisation du mot « agressif » fut comme une allumette sur de l'essence. Le visage de Sandrine devint rouge foncé. Elle ne voyait pas cela comme un simple désaccord, mais comme un défi à son autorité même par des gens qu'elle estimait être en dessous d'elle. Agressif? Je vais vous montrer ce qui est agressif, siffla-t-elle, sa voix basse, une menace venimeuse. Vous êtes maintenant officiellement des passagers non conformes. Vous avez refusé de suivre les instructions d'un membre de l'équipage. Je vais devoir signaler cela au conducteur. Nicolas était stupéfait. La situation avait dégénéré d'un dessin animé à peine audible à une infraction fédérale en moins d'une minute. Nous signaler pourquoi? Pour notre fils regardant un dessin animé? C'est complètement déraisonnable. Votre opinion sur ce qui est raisonnable n'est pas pertinente, cracha Sandrine. Mon travail est d'assurer la sécurité et la sûreté de ce voyage. Votre comportement perturbateur est une menace potentielle. Elle fit alors quelque chose qui scella son destin. Elle regarda directement Nicolas, puis Valérie, et avec une voix dégoulinante de fausse inquiétude, elle dit « Les gens comme vous cherchent toujours des problèmes. Il vaut probablement mieux que vous coopériez simplement. » Le langage codé était indéniable. Les gens comme vous. Cela flottait dans l'air, épais et empoisonné. Le souffle de Valérie se bloqua dans sa gorge. La mâchoire de Nicolas se serra, un muscle tressaillant dans sa joue. Ils avaient affronté des micro-agressions toute leur vie, mais c'était tout autre chose. C'était un préjudice brut et non déguisé en pleine première classe. 2 rangs derrière, la main de Pierre-Yves Fini se serra sur la coudoir. Son expression était passée de l'observation à une fureur froide. Il avait une politique de tolérance zéro pour cela. Ce n'était pas juste un mauvais service. C'était un cancer pour la culture de son entreprise. Il regarda Sandrine tourner les talons et marcher d'un pas décidé vers l'avant du train. Une femme en mission pour ruiner la vie d'une famille à cause d'une crise fabriquée de toutes pièces. Il resta silencieux pour le moment. Une intervention prématurée ne traiterait que le symptôme. Il avait besoin de voir à quel point la maladie était profonde. La marche vers la cabine de conduite semblait à Sandrine être un tour d'honneur. Les passagers des rangs avant la regardaient avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Elle portait un masque de gravité importante, comme si elle venait de déjouer une brèche de sécurité majeure. Elle frappa à la porte de la cabine avec un coup sec et spécifique. À l'intérieur, le conducteur Stéphane Miller et son adjoint surveillaient les instruments. Stéphane était un conducteur modèle, calme, méthodique et respectueux des règles. Il faisait implicitement confiance à son équipage, en particulier à sa chef de bord principale. Entrez. Sa voix grésilla à travers le petit haut-parleur. Sandrine entra dans l'espace confiné, refermant la porte derrière elle. Stéphane, nous avons une situation en voiture 10. Qu'est-ce qui se passe, Sandrine? Demanda Stéphane, les yeux toujours sur la voie. J'ai une famille non conforme au rang 10. Les Peterson. Ils refusent de suivre plusieurs instructions concernant un appareil électronique. Ils sont devenus agressifs et perturbateurs lorsque je les ai confrontés. Leur comportement s'intensifie, et je crains qu'ils ne posent un risque potentiel pour la sécurité du convoi. Chaque mot était une exagération calculée, une torsion de la vérité transformée en arme. Le désaccord silencieux sur un iPad devenait de l'agression. La confusion des parents devenait de la non-conformité. La famille devenait un risque de sécurité potentiel. C'étaient des mots à la mode dans l'industrie, des mots qui déclenchaient des protocoles spécifiques et inflexibles. Le conducteur Stéphane se tourna pour la regarder, les sourcils froncés. Un risque de sécurité? Tu es sûr? Qu'ont-ils fait exactement? Ils étaient bruyants, conflictuels. Ils ont remis en question mon autorité devant les autres passagers.
L'homme s'est levé de manière menaçante, mentit-elle, ajoutant une touche dramatique. Je ne sens pas que la situation est stable, et je ne peux pas garantir la sécurité de l'équipage ou des autres passagers s'ils restent à bord. Stéphane était maintenant dans une position impossible. Il conduisait un train de plusieurs millions d'euros avec des centaines d'âmes à bord. Son devoir premier était la sécurité. Un membre senior de l'équipage avec 25 ans d'expérience venait de signaler une menace directe. Il ne pouvait pas voir la situation par lui-même. Il devait se fier à son rapport. L'ignorer serait une violation catastrophique du protocole si quelque chose, n'importe quoi, devait arriver plus tard. Sa décision, basée entièrement sur les informations empoisonnées de Sandrine, fut presque instantanée. « D'accord, dit-il, la voix sombre. Nous ne sommes pas loin de la gare de Melun, mais c'est indirect. Nous ne pouvons pas continuer un trajet de 3 heures avec une situation de sécurité instable à bord. Nous allons faire un arrêt d'urgence et retourner à la gare de Lyon. Informe le centre de contrôle. Dis-leur que nous avons des passagers indisciplinés et que nous aurons besoin des forces de l'ordre pour accueillir le train. » Le cœur de Sandrine fit un petit bond de joie sombre. C'était la validation ultime. Le conducteur, le train, la compagnie entière se pliait à sa volonté. De retour au rang 10, la famille Peterson était assise dans un état de silence stupéfait. Les passagers autour d'eux chuchotaient, certains leur lançant des regards sympathiques, d'autres les foudroyant du regard comme s'ils étaient en effet de dangereux criminels. Chloé avait commencé à pleurer doucement, son visage enfoui dans le flanc de sa mère. Léo avait juste l'air confus, son iPad gisant sombre et oublié sur le siège. « Nicolas, qu'est-ce qui se passe ?» chuchota Valérie, la voix tremblante. « Je ne sais pas, chérie. Reste calme. C'est un malentendu. »« Ça doit l'être, » dit Nicolas, essayant de projeter une confiance qu'il ne ressentait pas. Son esprit s'emballait. Comment cela avait-il pu arriver? Ils avaient tout fait correctement. Ils étaient polis, dociles, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils avaient été peints comme des méchants. La voix du conducteur remplit soudainement la cabine, calme et autoritaire, mais avec un sous-entendu de tension. « Mesdames et messieurs, ici votre conducteur. En raison d'un problème de sécurité non résolu à bord, nous sommes tenus de retourner à la gare de Lyon. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. L'équipe de bord vous fournira d'autres instructions. Veuillez rester à vos places. » Un grognement collectif traversa la voiture. Des vacances étaient retardées et des réunions d'affaires manquées. Les yeux fusaient alentour, cherchant la cause. Inévitablement, ils se posèrent sur la famille Peterson. Sandrine avait réussi à faire d'eux le point de mire de la frustration et de la colère de tous. Sandrine retourna à leur rangée, son visage étant un masque de pierre autoritaire. Elle était flanquée maintenant d'une autre contrôleuse plus jeune qui semblait nerveuse et incertaine. Selon les ordres du conducteur, vous serez débarqués à notre arrivée, annonça Sandrine, sa voix forte et claire pour que tous entendent. Veuillez rassembler vos effets personnels. Les forces de l'ordre vous attendront sur le quai. Les mots « forces de l'ordre » frappèrent la famille comme un coup physique. Les forces de l'ordre ? S'exclama Nicolas, sa voix montant pour la première fois. Vous appelez la police pour nous ? Pourquoi ? Quel crime avons-nous commis ? Le refus d'obéir aux instructions d'un membre de l'équipage est une infraction, monsieur, récita Sandrine, comme si elle lisait un script. Votre comportement a forcé le conducteur à détourner ce train, coûtant à cette compagnie des milliers d'euros et incommandant plus de 200 personnes. Elle cadrait la situation parfaitement, les peignant comme la seule cause de la misère de tout le monde. Un homme dans la rangée derrière eux marmonna, incroyable. Certaines personnes se croient tout permis. Valérie commença à pleurer, des larmes silencieuses coulant sur son visage alors qu'elle serrait ses enfants contre elle. Le rêve du gîte en Provence s'était totalement effondré, remplacé par un cauchemar surréaliste. Ils étaient publiquement humiliés, accusés de crimes qu'ils n'avaient pas commis, et leurs enfants étaient terrifiés. 2 rangs derrière, Pierre-Yves Fini observait toute la scène, son visage comme du granit. Il n'intervint pas. Pas encore. Son plan se solidifiait. Il savait que Sandrine Jenkins venait de coûter à son entreprise bien plus que l'électricité pour faire revenir un train. Elle avait attaqué le cœur même de ses valeurs. Mais le règlement de compte ne pouvait pas avoir lieu ici. Pas encore. Il devait être précis.
Il devait être public. Et il devait être absolu. Il prit le magazine du train et commença calmement à lire, son extérieur placide étant un camouflage parfait pour la tempête de fureur qui couvait en lui. Il la laisserait jouer toute sa main hideuse avant de révéler la sienne. Le retour vers la gare sembla durer une éternité pour la famille Peterson. L'atmosphère dans la voiture était épaisse d'animosité, toute dirigée contre eux. Ils étaient prisonniers dans un tube de métal entouré de leurs accusateurs. Nicolas essayait de réconforter sa famille, chuchotant des rassurances, mais ses mots sonnaient creux même pour lui-même. Il ressentait un profond sentiment d'impuissance, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis qu'il était un jeune garçon. Il était médecin, un membre respecté de sa communauté, un homme qui réglait les problèmes. Mais ici, il était impuissant, son caractère et son intégrité assassinés par les mensonges d'une seule femme. Valérie se concentrait sur les enfants, les protégeant des regards noirs. Elle essayait d'en faire un jeu. « N'est-ce pas une drôle d'aventure ?» disait-elle avec une gaieté forcée. « On a le droit à 2 départs en un jour. » Mais les yeux rougis de Chloé et le silence effrayé de Léo lui disaient qu'il n'y croyait pas. Il comprenait l'humiliation bien avant d'avoir un mot pour la désigner. Alors que le train ralentissait pour l'approche finale, Sandrine fit une autre annonce, sa voix nette et professionnelle. Pour rappel aux personnes qui débarquent, veuillez avoir tous vos effets personnels prêts. Nous serons accueillis par le personnel au sol et la sécurité. Elle évitait de regarder le rang 10, mais le message était clairement pour eux. Au moment où le train s'immobilisa le long du quai, une tension palpable remplit l'air. Les portes ne s'ouvrirent pas immédiatement. La voix de Sandrine coupa à travers la cabine à nouveau. Tous les passagers, veuillez rester assis jusqu'à ce que les parties impliquées dans l'incident de sécurité aient débarqué. Ceci est pour votre sécurité et pour coopérer avec les autorités. C'était un dernier coup de couteau public. Elle les avait effectivement mis en vitrine. Chaque œil était maintenant rivé sur le rang 10. Nicolas sentit son visage brûler de honte. Il se leva lentement, rassembla leurs bagages à main du porte-bagages, ses mouvements raides et délibérés. Il aida Valérie avec les enfants qui s'accrochaient à leurs parents comme s'ils allaient être emportés. Alors qu'ils s'avançaient dans l'allée, les chuchotements étaient audibles. « Je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça avec des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gâché toute ma journée. » Sandrine se tenait près de la sortie, les bras croisés, un regard de satisfaction sinistre sur le visage. Alors que Nicolas passait, il s'arrêta une fraction de seconde. « J'espère que vous êtes fiers de vous, » dit-il, sa voix basse et tremblante d'une colère contrôlée. « Je ne fais que suivre la procédure, monsieur, » répondit-elle avec un sourire méprisant. « Passez une bonne journée. » Descendre du train fut comme entrer dans un nouveau cercle de l'enfer. Attendant sur le quai se trouvaient non pas un, mais 2 agents de la police ferroviaire et un superviseur au sol d'Orarail, un homme nommé Robert. Les officiers semblaient sévères et impassibles. Robert, le superviseur, tenait un presse-papier et arborait une expression d'extrême agacement. « Docteur et Madame Peterson ?» demanda Robert, n'attendant pas de confirmation. « Je suis le responsable de permanence. J'ai été informé de la situation. Nous avons besoin que vous veniez avec nous. » Ils furent escortés non pas vers le hall animé, mais dans un couloir latéral stérile vers un petit bureau sans fenêtre. La pièce contenait une table en métal et quelques chaises inconfortables. Cela ressemblait à une salle d'interrogatoire. Le rêve du gîte en Provence était maintenant un souvenir lointain et douloureux. Ici, dans cette boîte beige froide, ils étaient des suspects. Robert commença le débriefing, son ton accusateur dès le début. Le rapport du conducteur, basé sur les informations de la chef de bord principale, indique que vous étiez non conforme aux instructions de l'équipage, êtes devenu agressif et avez créé une menace de sécurité qui a nécessité le retour du train. Avez-vous une idée de la gravité de cela? Le rapport est une fabrication complète, dit Nicolas, sa voix stable malgré l'adrénaline qui courait en lui. Nous n'avons rien fait de mal. La contrôleuse, Sandrine, nous a ciblés dès le moment où nous nous sommes assis. Elle a fait escalader une situation à propos de l'iPad de notre fils, qu'il regardait avec des écouteurs. Elle était hostile, non professionnelle, et franchement, je crois que ses actions étaient motivées par le racisme. Robert soupira, un affichage théâtral de lassitude bureaucratique. Oui, tous ceux qui se font expulser d'un train disent ça.
Le fait est qu'une employée vétérane et un conducteur senior ont pris une décision professionnelle pour la sécurité des autres passagers. Maintenant, à cause de vos actions, vos billets sont annulés. Aura ne vous reclassera pas et vous ne recevrez pas de remboursement. De plus, nous compilons les coûts pour le retard, l'électricité, les heures supplémentaires de l'équipage, et notre service juridique vous contactera. Pour l'instant, vous êtes banni de voyager avec Aura en attendant une enquête complète. C'était une démolition totale et complète de leurs droits et de leur dignité. Ils étaient non seulement punis, mais on leur facturait aussi leur propre victimisation. Valérie, qui était restée silencieuse, parla enfin, sa voix claire et forte. Nous voulons les noms des autres passagers dans les rangées autour de nous. Nous voulons voir les images de sécurité du quai. Nous voulons déposer une plainte officielle contre Mademoiselle Jenkins, et nous contacterons notre avocat. Vous avez pris une famille en route pour les vacances et les avez traités comme des terroristes basés sur les mensonges d'une seule employée. Robert haussa simplement les épaules. Vous pouvez déposer toutes les plaintes que vous voulez via le portail du service client. Pour l'instant, la sécurité va vous escorter hors de la gare. Nous avons terminé ici. Alors que la famille Peterson était conduite à travers une série de couloirs de service et déposée sans cérémonie sur le trottoir de la place Louis-Armand, à l'endroit même où ils étaient entrés avec tant d'espoir quelques heures auparavant, le TER 715 se préparait à repartir. Sandrine Jenkins supervisait les préparations de la cabine pour le second départ, acceptant les mots sympathiques de quelques passagers. « Vous avez si bien géré cela », dit une femme. « C'est terrible ce que vous devez supporter. » Sandrine sourit juste. « La sécurité est notre priorité numéro 1. » dit-elle, le mensonge ayant le goût du miel sur sa langue. Les derniers ajustements furent faits. L'équipe au sol était sur le point de donner le signal du départ. Sandrine ressentit une vague de triomphe. Elle avait identifié un problème, l'avait géré de manière décisive et avait rétabli l'ordre. Elle avait prouvé une fois de plus pourquoi elle était en charge. Son autorité était absolue. Le train était à elle. Les rails étaient à elle. Elle avait gagné. Alors que les portes se verrouillaient finalement pour la deuxième fois, un sentiment de soulagement envahit les passagers restants. Le problème avait été supprimé et leur voyage pouvait reprendre. Sandrine Jenkins commença son ultime vérification avant le départ avec un sens renouvelé de son importance. Elle marchait dans l'allée, ses yeux scrutant toute infraction finale, une reine inspectant son royaume ordonné. Alors qu'elle passait le rang 12, une voix calme et tranquille parla depuis le siège 12B. « Excusez-moi, mademoiselle. » Sandrine s'arrêta et se tourna. Elle vit l'homme banal à la casquette, celui avec le roman de poche. « Oui, monsieur. Puis-je vous aider » demanda-t-elle, son ton efficace mais dédaigneux. « Je me demande si je pourrais avoir un mot avec le conducteur, monsieur Miller. » L'homme dit, sa voix parfaitement égale. Le sourire professionnel de Sandrine se tendit. « Je suis désolé, monsieur, mais la cabine est stérile pendant les manœuvres de départ. Le conducteur est un peu occupé en ce moment, comme vous pouvez l'imaginer. »« Je comprends cela, » répondit l'homme, sans une trace d'agitation dans sa voix, « mais je pense qu'il voudra prendre mon appel. S'il vous plaît, connectez-moi via l'interphone, ou mieux encore, dites-lui simplement que Pierre-Yves Fini aimerait lui parler. » Le nom ne s'imprima pas immédiatement dans l'esprit de Sandrine. C'était juste un nom. « Monsieur, comme je l'ai dit, ce n'est pas possible pour le moment. »« J'insiste. » dit l'homme, ses yeux, qui semblaient placides auparavant, contenant maintenant un éclat d'acier froid et dur. Il plongea lentement la main dans la poche de son polo et sortit une simple carte de visite noire. Elle ne portait aucun titre, juste un nom et un logo, le logo d'Aura. En dessous, on pouvait lire « Pierre-Yves Fini ». Sandrine fixa la carte. Son cerveau luttait pour relier les points. Fini. Le nom était familier. Très familier. Elle l'avait vu sur les mémos de l'entreprise et dans les pages glacées du magazine de bord, dans la lettre du fondateur. Ses yeux allèrent de la carte au visage de l'homme. Le visage du magazine était plus jeune, retouché, et portait un costume. Mais les yeux étaient les mêmes. Une vague d'effroi froid, plus froid que n'importe quel vent d'hiver, l'envahit. C'était comme si le sol du train venait de se dérober sous ses pieds. Sa bouche devint sèche. « Monsieur. »« Monsieur Fini » bégaya-t-elle. « Oui, dit-il simplement,
sa voix toujours calme, mais portant maintenant le poids de 1000 locomotives. Maintenant, s'il vous plaît, le conducteur. Tremblante, Sandrine se précipita vers le poste d'interphone le plus proche et décrocha le combiné, ses mains fimbulant avec les boutons. Conducteur Miller, dit-elle, sa voix n'étant qu'un murmure tendu. Vas-y, Sandrine. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? La voix de Stéphane était serrée par le stress. Monsieur, il y a un passager en 12B. Il dit qu'il s'appelle Pierre-Yves Fini. Il a une carte. Il veut vous parler. Il y eut un moment de silence de mort sur la ligne. Pierre-Yves Fini était une légende dans l'entreprise, une figure quasi mythique. L'idée qu'il soit assis en première classe incognito était ridicule. Jusqu'à ce que ce ne le soit plus. Passe-le-moi. Ordonna Stéphane, sa voix soudainement vive et alerte. Sandrine, le visage pâle, ramena le combiné, qui avait un long cordon extensible, vers le siège 12B comme si c'était une bombe. Elle le tendit à M. Fini, sa main tremblant tellement qu'elle pouvait à peine le lâcher. Fini prit le téléphone. Stéphane, c'est Pierre-Yves Fini. Comment allez-vous aujourd'hui? Demanda-t-il, son ton désarmant de naturel. Monsieur Fini, monsieur, je n'avais aucune idée que vous étiez à bord. Stéphane bégaya. C'était l'idée, Stéphane. Écoutez, j'ai une instruction simple pour vous. Ne quittez pas le quai. Restez exactement où vous êtes. Monsieur, nous avons déjà eu le feu vert. Nous sommes sur le point de partir. Nous avons déjà été retardés. Le rapport de ma chef de bord sur la situation de sécurité. Le rapport de votre chef de bord, interrompit Fini, sa voix perdant son côté décontracté, était une œuvre de fiction. La seule menace de sécurité sur ce train aujourd'hui était votre chef de bord principal, Mademoiselle Jenkins, qui a délibérément mis en danger ce trajet en déposant un faux rapport. La famille qu'elle vous a fait expulser était les victimes, pas les auteurs. J'ai été témoin de tout l'événement depuis 2 rangs de là. Chaque mot, chaque action. Alors, Stéphane, je vais le répéter. Ne partez pas. C'est un ordre direct. Il n'y avait pas à discuter avec ce ton. C'était la voix de la propriété absolue. Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur, dit Stéphane. Fini rendit le téléphone à une Sandrine blanche comme un linge. Je crois que vous avez entendu les nouveaux ordres du conducteur, dit-il. Il se tourna ensuite vers la fenêtre, sa part dans cette conversation terminée. Un instant plus tard, le bruit des moteurs changea et le train resta immobile. La voix du conducteur revint sur l'interphone, et cette fois toute la tension précédente avait disparu, remplacée par une note de pure stupéfaction. Mesdames et messieurs, excuse encore une fois. Il semble qu'il y ait eu un malentendu significatif concernant l'incident précédent. Nous avons reçu l'instruction de rester à quai immédiatement. Veuillez rester assis. Une vague de murmures confus ondula à travers la voiture. Les passagers se regardaient, perplexes. Que pouvait-il bien se passer maintenant? Sandrine Jenkins restait figée dans l'allée, son sang se glaçant. Le sourire méprisant qu'elle avait porté si fièrement avait disparu, remplacé par un masque de pure terreur. Elle regarda l'homme calme en 12B qui était retourné à son livre comme si de rien n'était. Elle avait expulsé une famille d'un train. Elle avait brandi son pouvoir comme une arme. Mais elle l'avait braqué, par une chance catastrophique, directement sur le roi de tout le royaume. L'humiliation qu'elle avait infligée au Peterson était sur le point de lui être retournée au centuple. Le train ne partait pas, et cette fois, c'était pour elle. L'attente à quai était surréaliste. L'équipe au sol qui venait de donner le départ regardait avec une confusion totale. À l'intérieur, un silence nerveux était tombé. Chaque passager savait que quelque chose d'extraordinaire se passait, et Sandrine Jenkins était à l'épicentre du tremblement de terre imminent. Elle se tenait rigidement près de son poste, le visage cendré, évitant tout contact visuel. Au moment où les portes se déverrouillèrent, Pierre-Yves Fini se leva. Il plia sa casquette et la plaça dans sa sacoche. Sans la casquette, et avec la position déterminée de sa mâchoire, son air d'anonymat disparut. Il ressemblait maintenant en tout point à l'homme puissant qu'il était. Il ne regarda pas Sandrine. Il s'adressa à la jeune contrôleuse qui l'avait nerveusement assisté.
Veuillez informer les passagers qu'il y aura un autre court retard et que je veillerai à ce que chacun soit compensé pour son temps. Ensuite, veuillez demander à tout l'équipage, y compris le conducteur Miller et son adjoint, de me retrouver sur le quai immédiatement. La jeune femme hocha la tête, les yeux écarquillés, et se précipita pour obéir. Finney marcha vers l'avant du train et descendit sur le quai. L'air était frais et sentait le métal et l'ozone. Il vit le responsable de permanence, Robert, courir vers le train, le visage en désordre de confusion et de panique. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Robert, puis il s'arrêta net en voyant l'homme qui était descendu. Il ne le reconnut pas tout de suite. « Vous êtes le responsable de permanence ?» demanda Finney, sa voix dangereusement calme. « Oui, Robert. »« Qui êtes-vous » ? »« Je suis Pierre-Yves Finney. »« Je possède cette compagnie, dit-il platement. »« Et vous et moi allons avoir une très longue conversation sur votre conduite professionnelle. »« Mais d'abord, où est la famille Peterson ?» La mâchoire de Robert tomba. Il pâlit. « Les Peterson ? Nous les avons fait escorter hors de la gare, monsieur. Selon la procédure pour les passagers indisciplinés. Il n'y a pas de procédure pour ce qui s'est passé ici parce que cela n'est jamais arrivé, contra Finney, sa voix comme de la glace. Cette famille a été harcelée, humiliée et illégalement expulsée de mon train sur la base d'un mensonge. Vous n'avez pas enquêté. Vous n'avez pas questionné. Vous avez simplement puni les victimes. Alors, voici ce que vous allez faire. Vous allez prendre votre radio. Vous allez trouver cette famille où qu'elle soit et vous allez les ramener à ce quai. S'ils sont dans un taxi, trouvez-le. S'ils sont à une autre gare, trouvez-les. S'ils sont déjà rentrés chez eux, vous enverrez une voiture et les ramènerez. Suis-je clair? Vous. Oui, monsieur. Clair comme de l'eau de roche, monsieur, bégaya Robert, fouillant pour sa radio et reculant, les yeux écarquillés de terreur. Juste à ce moment, le conducteur Stéphane Miller et son adjoint émergèrent de la motrice, suivis d'une Sandrine Jenkins tremblante et des deux autres contrôleurs. Ils se tenaient devant Finney sur le quai comme des élèves devant un directeur redoutable. Finney regarda le conducteur Stéphane. Son ton était ferme, mais tenait une note de déception plutôt que de pure colère. « Stéphane, je vous implore d'être l'autorité ultime sur ce train. Cette autorité exige du jugement. Vous avez pris la parole d'un seul membre d'équipage agité et avez choisi de détourner un train entier sans une seule tentative de vérification. Vous n'êtes pas sorti de la cabine. Vous n'avez pas demandé à un autre membre d'équipage. Vous n'avez pas demandé à parler aux passagers impliqués. Vous avez accepté un mensonge qui a coûté une fortune à cette entreprise. Et plus important encore, traumatiser une famille. Monsieur. Commença Stéphane, le visage sombre. Le rapport faisait état d'une menace de sécurité. Le protocole dicte. Le protocole dicte que vous utilisiez votre cerveau, capitaine. Claqua Finney, sa voix montant enfin. Le protocole est une base, pas un substitut au bon sens. Le protocole pour un incendie est d'utiliser un extincteur, mais vous n'inondez pas tout le train. Si un passager allume une cigarette, vous évaluez, vous vérifiez, vous dirigez. Stéphane tressaillit visiblement et hocha la tête, acceptant la réprimande brutale. Oui, monsieur, je comprends. Le regard de Finney tomba alors sur Sandrine Jenkins. La pleine force de sa fureur silencieuse se déchaîna maintenant sur elle. Mademoiselle Jenkins, commença-t-il, sa voix retombant à un ton bas et glaçant. J'ai passé 30 ans à bâtir cette compagnie. Je l'ai bâtie sur un principe avant tous les autres, nous traitons les gens avec respect. C'est dans nos trains. C'est dans nos manuels de formation. C'est le socle de notre marque. Et aujourd'hui, je vous ai vu démanteler systématiquement ce principe avec bigoterie et un abus de pouvoir grotesque. Il fit un pas de plus. Vous n'avez pas désescaladé. Vous avez enflammé. Vous n'avez pas servi. Vous avez intimidé. Vous n'avez pas vu une famille en vacances. Vous avez vu une cible. Vous avez fabriqué une crise autour du dessin animé d'un enfant. Vous avez menti à votre conducteur, fabriquant une menace de sécurité. Un acte, je pourrais ajouter, qui pourrait avoir de graves conséquences juridiques pour vous. Vous avez forcé un train à s'arrêter,
incommandant des centaines de personnes et coûtant à cette entreprise plus d'argent que vous n'en gagnez en un an. Et vous avez fait tout ça, semble-t-il, pour le frisson bon marché d'exercer un peu de pouvoir sur une famille qui ne vous avait absolument rien fait. Sandrine commença à sangloter, un bruit de déglutition pathétique. Je ne faisais que suivre la procédure. Je me sentais menacé. Arrêtez, commanda Fini, sa voix coupant à travers ses larmes. N'insultez pas mon intelligence en répétant ce mensonge. J'étais là. J'ai tout vu. Vous n'étiez pas menacé. Vous étiez la menace. La famille Peterson était vos passagers, vos invités, et vous les avez traités comme des criminels. Vous les avez publiquement humiliés. Vous avez terrifié leurs enfants. Vous les avez fait jeter hors de ce train et bannir de cette compagnie. Il fit une pause, laissant le poids de ses mots pendre dans l'air. Avec effet immédiat, votre emploi chez Aura est terminé. Votre badge et votre identification doivent être remis aux responsables de permanence que vous venez d'envoyer en mission pour corriger votre gâchis. La sécurité vous escortera hors de la gare. Vous ne travaillerez plus jamais pour cette compagnie ni aucune compagnie avec laquelle j'ai de l'influence. Vous êtes une honte pour l'uniforme et un passif que je ne tolérerai pas une seconde de plus. Il se tourna vers les deux autres contrôleurs. Pour vous deux, considérez ceci comme une leçon. Quand vous voyez un collègue agir de cette façon, vous avez le devoir d'intervenir. Votre silence vous rend complice. Nous examinerons votre conduite également. Il regarda ensuite de nouveau Stéphane. Stéphane, trouve un nouveau chef de bord parmi cet équipage. Emmène ces gens en Provence. Je traiterai ton évaluation de performance personnellement plus tard. Comme sur un signal, Robert, le responsable de permanence, revint en courant sur le quai, hors d'haleine. Monsieur. Nous les avons trouvés. Ils étaient sur le trottoir en train d'essayer d'avoir un taxi. Ils sont en train de revenir. Bien, dit Fini. Il se tourna et marcha vers le terminal, laissant les restes brisés de la carrière de Sandrine Jenkins derrière lui sur le quai. Le règlement de compte était complet. Maintenant, c'était l'heure de la restauration. Le retour vers le quai fut un voyage désorientant à travers un paysage onirique pour la famille Peterson. Ils se déplaçaient dans les couloirs stériles de la gare dans un brouillard d'épuisement émotionnel et de profonde confusion. Une agente d'escale, le visage masqué d'une politesse anxieuse, les avait trouvés sur le trottoir juste au moment où le poids écrasant de leurs vacances ruinées s'installait vraiment. Elle avait parlé d'une terrible erreur, des mots qui semblaient trop petits, trop insignifiants pour contenir l'ampleur de l'humiliation qu'ils venaient de subir. Maintenant, au lieu d'être conduits vers une sortie, ils étaient guidés à travers une porte discrètement marquée vers l'atmosphère feutrée et raffinée du bistrot de la gare, l'espace VIP d'Aura. Le contraste était un choc physique. Ils venaient de quitter une pièce froide et sans fenêtre où ils étaient traités comme des criminels. Ici, l'éclairage était chaleureux, les chaises étaient en cuir moelleux, et l'air était parfumé d'une légère odeur apaisante de café et de viennoiserie. Un membre du personnel leur offrit de l'eau en bouteille et des serviettes chaudes avec une déférence tranquille qui semblait totalement étrangère. Chloé et Léo, vidés de leurs larmes, s'accrochaient à leurs parents, leur petit corps rigide du traumatisme résiduel des dernières heures. Ils regardaient les assiettes de croissants et les écrans brillants avec de grands yeux incompréhensifs. Nicolas et Valérie montaient la garde au-dessus d'eux, une unité protectrice silencieuse, encore incertain si c'était un prélude à une excuse plus élaborée ou une sorte de piège plus insidieux. Quelques minutes plus tard, l'homme du siège 12B entra. Il avait abandonné son déguisement anonyme de polo et casquette. Maintenant vêtu d'un blazer sombre impeccable qu'il avait dû récupérer dans son sac, il se portait avec un air de commandement indéniable. Pourtant, alors qu'il s'approchait d'eux, son expression était tout sauf intimidante. Elle était gravée d'une profonde honte personnelle. « Docteur et Madame Peterson », commença-t-il, sa voix calme et résonnante. Il ne resta pas debout au-dessus d'eux. Au lieu de cela, il tira un pouf en cuir plus près et s'assit, se mettant à leur niveau. « Je m'appelle Pierre-Yves Fini. Je suis le fondateur et propriétaire d'Aura. » Le dos de Nicolas se raidit. La main de Valérie se serra sur l'épaule de Léo. Les événements bizarres de la journée s'assemblèrent soudainement en une image unique, cohérente et incroyable. « J'étais passager sur votre train aujourd'hui, assis en 12B, continua Fini, son regard inébranlable alors qu'il croisait le leur. J'ai tout vu de ce qui s'est passé, chaque mot, chaque geste,
et au nom de toute mon entreprise, et de moi personnellement, je suis ici pour vous offrir mes excuses les plus profondes et les plus sincères. Il laissa les mots s'installer dans la pièce calme. Il n'y avait pas de jargon d'entreprise, pas de langage évasif, juste une admission directe et brute de l'échec. Il n'y a aucune excuse pour ce que vous et vos enfants avez enduré aujourd'hui, dit-il, sa voix épaisse de sincérité. Vous avez été ciblés, harcelés et publiquement humiliés par une employée qui a trahi toutes les valeurs que nous défendons. Son comportement n'était pas seulement non professionnel, il était inhumain. Je ne peux qu'imaginer la douleur, la colère et le sentiment d'impuissance que vous devez ressentir. La franchise de Finis était désarmante. Nicolas, qui se préparait à un autre combat, une autre défense de la dignité de sa famille, sentit sa propre colère commencer à reculer, remplacée par une curiosité lasse. Je veux que vous sachiez, poursuivit Finis, que les conséquences de cet échec ont été rapides et absolues. Mademoiselle Jenkins a été licenciée avec effet immédiat. Son rapport contre vous a été effacé, et j'ai personnellement ouvert une enquête formelle avec mon équipe juridique contre son dépôt d'une fausse plainte de sécurité. Elle a utilisé nos protocoles de sécurité comme une arme contre votre famille, et c'est une violation impardonnable. Le responsable de permanence qui vous a traité au quai a été suspendu sans salaire, en attente d'une évaluation complète de ses performances. Le bannissement à vie placé sur votre famille a bien sûr été effacé de notre système comme s'il n'avait jamais existé. Avec chaque phrase, une couche du cauchemar était retirée. Valérie ressentit une profonde vague de soulagement l'envahir, si puissante qu'elle lui donna presque le vertige. Le poids institutionnel qui les écrasait était soulevé pièce par pièce par le seul homme qui avait le pouvoir de le faire. Mais réparer les dégâts ne suffit pas, dit Finis en se penchant légèrement en avant. Je ne peux pas vous rendre les heures de terreur que vous avez traversées. Je ne peux pas effacer le souvenir de cela de l'esprit de vos enfants, ou la piqûre d'être jugé et condamné devant un train rempli d'étrangers. La seule chose que je peux faire est d'essayer de remplacer ce temps volé par quelque chose de mieux. Et de m'assurer que vous avez les ressources pour guérir de cela. Il fit une pause, et son regard s'adoucit alors qu'il regardait les enfants. Il remarqua la poupée bécassine usée toujours serrée dans la main de Chloé. Je vois que vous avez une amie là qui espérait voir le sud, dit-il doucement. Ce ne serait pas bien de la décevoir. Il regarda ensuite Léo. Et toi, jeune homme? Je pense que tu regardais tes dessins animés préférés. J'ai raison? C'est une bonne émission. Mon petit-fils adore ça. Pour la première fois depuis des heures, une lueur d'innocence enfantine revint sur les visages des enfants. Léo fit un petit signe de tête hésitant. Ce fut ce moment de simple connexion humaine qui brisa finalement les défenses de Nicolas et Valérie. Cet homme ne faisait pas seulement du contrôle des dégâts. Il essayait de réparer la joie volée de leurs enfants. Vos vacances ont été ruinées avant de commencer, déclara Finis, revenant à son attention sur les parents. Alors, nous allons recommencer de la bonne manière. Le prochain train pour la Provence part dans 2 heures. Vous et votre famille voyagerez dans notre voiture privée de première classe en tant que mes invités personnels. Une Citroën 2CV de collection, comme celle des films, vous attendra à la gare d'arrivée pour vous conduire. J'ai pris la liberté de vous réserver un gîte de luxe dans le Luberon pour les 7 prochaines nuits, bien supérieur à ce que vous aviez prévu. Tous les repas, y compris un bœuf bourguignon traditionnel préparé par un chef local ce soir, toutes les dépenses, tout est pour nous. J'ai également crédité 1 million de points de fidélité sur chacun de vos comptes. Et ceci est séparé du processus formel. Notre avocat général contactera un représentant de votre choix demain pour discuter d'un dédommagement financier significatif pour la détresse, la diffamation et le traumatisme que vous avez subi aujourd'hui. Ce n'est pas un cadeau. C'est une restitution. Les Peterson étaient sans voix, submergés par l'ampleur pure de l'excuse. Nicolas trouva enfin sa voix, un œil épais d'émotion dans sa gorge. Monsieur Finis, pourquoi? Pourquoi faites-vous tout cela? Finis le regarda, son expression sérieuse. Parce que mon nom est sur le côté de ce train, Dr Peterson, et aujourd'hui votre famille a été blessée sous mon nom. Ce n'est pas quelque chose avec lequel je peux vivre. Maintenant, si vous acceptez, je serai honoré de vous escorter personnellement à votre nouveau train. L'histoire du TER 715 ne s'est pas terminée dans le bistrot de la gare. Elle a explosé dans la conscience publique. Un voyageur d'affaires au rang 11, consterné par le comportement de Sandrine,
avait discrètement filmé la confrontation initiale et le dénouement stupéfiant sur le quai. La vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux est devenue virale. Pour Sandrine Jenkins, le licenciement public n'était que la salve d'ouverture de son retour de karma. Elle regarda horrifiée alors que son visage devenait un symbole de bigoterie corporative. Les médias ont disséqué les images et les commentateurs ont condamné ses actions. Convaincue d'être une victime, elle engagea un avocat et intenta un procès de plusieurs millions d'euros pour licenciement abusif et diffamation. Ce fut une erreur de calcul catastrophique. L'équipe juridique d'Aura, avec un budget illimité et la résolution glaciale de Fini derrière eux, contre-attaqua. Le processus de découverte fut une vivisection publique de sa carrière et de son caractère. Les témoignages des passagers peignirent un tableau unanime d'une employée hostile et bourrée de préjugés. Le juge rejeta son affaire avec préjudice, qualifiant ses réclamations de frivoles et sans mérite, et sa conduite à bord d'abus d'autorité malveillants qui mettaient en danger la confiance du public dans le transport ferroviaire. Elle fut condamnée à payer les frais juridiques astronomiques d'Aura, la laissant financièrement ruinée. Sa carrière, qu'elle avait utilisée pour dominer les autres, était anéantie. Inemployable dans le secteur, elle finit par trouver du travail à mettre en rayon dans un supermarché, un fantôme de l'autorité qu'elle avait autrefois si cruellement exercée. Pour Pierre-Yves Fini, l'incident fut un aperçu terrifiant des coins sombres de son propre empire lors d'une réunion d'urgence du conseil d'administration. Sa voix tonna avec une fureur froide. Ce n'est pas un problème de formation. C'est un problème de culture. Nous l'avons embauché. Nous l'avons promu. Nous avons créé un environnement où une vétérane de 25 ans se sentait autorisée à faire cela. La pourriture s'arrête maintenant. Il fut le fer de lance d'une refonte radicale de la politique de l'entreprise. Il fit venir des sociologues de premier plan et des experts en désescalade pour reconstruire leur formation à partir de zéro. Et dans un geste largement médiatisé, il invita Nicolas et Valérie Peterson à consulter sur le nouveau programme. Ils aidèrent à façonner un curriculum axé sur l'empathie, les biais implicites et l'intervention de l'équipage. La compagnie nomma officiellement le nouveau module de certification obligatoire le « Protocole Peterson ». C'était un monument institutionnel permanent à la famille qui avait été lésée, garantissant que leur expérience servirait de leçon pour des générations d'employés à venir. Lors de leur voyage vers la Provence, nichés dans le confort de leur voiture privée, Nicolas et Valérie regardèrent leurs enfants s'endormir enfin, leur visage paisible pour la première fois en ce qui semblait être une éternité. « Nous avons eu de la chance, Valérie », chuchota Nicolas, la voix lourde. Il se trouvait juste être sur notre train. Combien de gens, combien de familles n'ont pas cette chance? Cette question devint la graine d'un nouveau but. Ils acceptèrent la généreuse compensation de la compagnie, mais ils ne l'utilisèrent pas pour eux-mêmes. Ils fondèrent la fondation, Les Ailes de la Grâce, une organisation à but non lucratif dédiée à la défense des droits des passagers et fournissant une assistance juridique et financière à ceux qui font face à la discrimination dans les voyages. Leur cauchemar les avait forgés en défenseurs. Leur douleur fut transmuée en une force puissante pour le changement, une voix tranquille mais inébranlable assurant que ce qui leur était arrivé ne se reproduirait plus jamais. L'histoire de la famille Peterson et de Pierre-Yves Fini est un rappel brutal que notre véritable caractère se révèle dans la façon dont nous traitons les autres, surtout lorsque nous sommes en position de pouvoir. Sandrine Jenkins croyait que son uniforme lui donnait une autorité absolue. Mais elle avait oublié la règle la plus importante, la responsabilité. En contraste, Pierre-Yves Fini, un homme qui possédait le train entier, montra que le vrai pouvoir réside dans l'humilité, la justice et le courage de faire ce qui est juste, quel qu'en soit le coût.